Alors pour me représenter rapidement, je m'appelle Marvin et je vais m'occuper de la fiscalité. Alors je préviens d'avance, je ne suis pas expert fiscaliste, je ne suis pas avocat fiscaliste, mais de par mon expérience sur le terrain, j'ai pu acquérir certaines connaissances qui vont peut-être vous être utiles, je l'espère. Alors, souvent, quand on fait une présentation, on fait toujours une introduction avec le plan, qu'est-ce qu'on va voir, etc. Et moi, je propose d'essayer de vous créer de la valeur dans mon introduction. Alors, ici, dans cette salle, qui c'est qui connaît comment ça marche en globalité, la fiscalité dans le meublé? LMNP, LMP, vous savez un petit peu? Levez la main. Ouais. Il y a pas mal de débutants. Alors, pour moi, quand je dois vous transmettre ma connaissance, la difficulté, c'est que je dois transmettre quelque chose qui est adapté à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de fiscalité et quelqu'un qui, en même temps, il connaît déjà tout. Hein. Donc, ça va être la difficulté. Et alors, quand on commence un domaine, je me représente souvent des cercles. Et ces cercles, j'appelle ça des cercles de connaissances. Et pourquoi c'est important que je vous présente ça? Parce que, imaginez-vous, le grand cercle, c'est je comprends la fiscalité de façon générale. Je vais dans le plus petit cercle, je comprends quelques subtilités. Je descends dans le cercle inférieur, je comprends encore plus les subtilités. Je commence à comprendre les amortissements par composants, etc. Et de plus en plus petit, on arrive à l'expertise de la fiscalité. Et souvent, pourquoi je parle de ça? Parce que souvent, j'ai des personnes qui me posent des questions, par exemple, est-ce que je vais faire une SCI? Est-ce que je vais réintégrer? Est-ce que je dois faire une SAS avec des holdings qui remontent? Et c'est généralement pas bon de poser des questions comme ça, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont entendu parler, peut-être qu'ils ont regardé des vidéos YouTube ou autres, et ils ont entendu parler de certains aspects fiscaux, et ils me posent directement une question qui est orientée, sans connaître la globalité de la fiscalité. Alors moi, mon défi aujourd'hui, c'est de vous donner, je l'espère, les 2 premiers cercles qui vous permettront de pouvoir vous débrouiller en sortant de cette salle. Alors pour l'impôt, qui sait dans cette salle, qui sait comment calculer son imposition? Si je vous dis, vous avez tel salaire, vous avez tant de loyer, calculez-moi votre impôt. Est-ce que vous le savez? Ok. Alors, les impôts, avant de vous parler de fiscalité dans le meublé, ça me semble important de vous faire comprendre comment calculer les impôts. Pour moi, c'est la base. Si vous savez calculer vos propres impôts, vous savez quels sont les paramètres sur lesquels jouer pour pouvoir baisser votre fiscalité, comme on va le voir. Alors, ici, c'est des tableaux, on va le voir après, hein, je vais rentrer dans le détail. Ce sont les tableaux des TMI qui sont donnés par les impôts. C'est des tableaux, vous devez dormir avec. Vous devez vous dormir avec, vous les affichez aux toilettes. Mais c'est des tableaux qu'on va utiliser après dans notre calcul. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail. Pour comprendre la fiscalité, vous savez, moi je viens du sud, et je viens du sud à côté des montagnes. Et alors je me représente souvent la fiscalité sous forme de flux d'argent qui rentre et qui sort dans des mécanismes. Et alors, comme je viens des montagnes, moi j'imagine toujours des montagnes avec... alors moi ce que j'aimerais vous imaginer, c'est qu'il y a différentes montagnes. Si je traduis ça de façon fiscale, ça veut dire que les impôts vont vous prélever suivant la nature de votre revenu. Chaque montagne est différente. Chaque nature de revenu est différente. Les impôts ne vont pas agir de la même façon. Et imaginez-vous que sur ces montagnes, on a des ruisseaux qui arrivent dans un lac, dans une vallée. Okay? Donc là, on a la montagne qui correspond au salaire, ou aux revenus, ceux qui sont indépendants ou autres. Et ici, on a la montagne qui correspond au loyer. D'accord? On a aussi un ruisseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les impôts agissent en bas de la vallée juste avant que ça tombe dans le lac. Dans le lac, il y a quoi? Il y a votre épargne et vos investissements, j'espère. Et ici, une partie dépenses qui ruissellent, qui vident le lac. D'accord? Donc les impôts, ils arrivent avec des grands seaux et ils récupèrent de l'eau ici, avant que ça tombe dans le lac. Avant que ça tombe dans vos revenus. Ok? Donc toute la partie que je vais vous expliquer juste après pour calculer vos impôts, ça sera de comprendre comment ils agissent ici, juste avant que ça tombe dans le lac. Comme je l'ai dit, je me représente l'argent comme si c'était un flux d'énergie. Et comme j'ai fait le lac tout à l'heure, donc on a l'épargne, les investissements et les dépenses. On a ici, je vais le faire en bas, les revenus globaux qui arrivent. On va avoir la base imposable. La base imposable, on va voir comment on fait. Et une fois qu'on arrive à la base imposable, on a les impôts qui arrivent.
Et une fois que les impôts sont appliqués, là, ça peut aller dans le lac. OK? Donc, toute la subtilité de la fiscalité, c'est de comprendre comment calculer la base imposable et les impôts. Voilà. Si je représente maintenant la montagne des revenus du loyer, donc je vais appeler R'. Et donc là, on a à la place, pour trouver la base imposable, lorsqu'on est dans les loyers, on passe par des régimes fiscaux. On va le voir après, pour ceux qui connaissent réel simplifié et le forfait. On va le voir plus tard. Alors, ça l'est aussi ici, mais on ne parle pas vraiment de régimes fiscaux. Voilà. Donc là, on a le régime fiscal, on a la base imposable prime. Comme je vous ai montré tout à l'heure, les montagnes se rejoignent, les ruisseaux se rejoignent. C'est-à-dire que l'argent va transiter ici pour calculer un revenu global et après on applique l'imposition. Ce qui va nous donner notre base imposable. Pardon, c'est pas exactement ça, c'est plutôt là. Voilà. Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? Ouais. Dans ma première partie, donc c'est pour ça que j'ai affiché le tableau sur comment calculer les impôts, je vais m'intéresser à cette partie-là. Et ensuite, je vais m'intéresser à cette partie-là. Comme ça, vous aurez la globalité et vous pourrez faire vos propres calculs. Lorsque vous allez avoir des revenus, vous allez avoir des revenus globaux. OK? Et lorsque vous aurez ces revenus globaux, pour calculer les impôts, vous allez avoir le choix entre deux régimes. Le forfait et les indemnités. On appelle ça les indemnités kilométriques. Le forfait, c'est un abattement de 10%. Généralement, c'est 95% des personnes qui utilisent le forfait. C'est-à-dire que si vous avez un salaire de 30 000 à l'année, vous abattez 10%. Les impôts considèrent que le fait d'aller au travail et autres, ça vous coûte 10%. Donc c'est ce qu'on appelle un abattement. Tout le monde comprend ce que c'est la base imposable? La base imposable, je préfère le préciser, c'est le montant sur lequel les impôts vont vous prélever. Donc, si on veut baisser les impôts, il faut baisser la base imposable. C'est la base. Donc ici, on a un abattement de 10%. Et lorsqu'on a notre base imposable, on va avoir deux choses qui vont s'appliquer. La TMI et les prélèvements sociaux. Alors je rappelle, pour les prélèvements sociaux, on est à 17,2 depuis cette année. Donc pour calculer la base imposable et savoir, donc on calcule la base imposable, pardon, ensuite on calcule nos impôts. Pour calculer les impôts, on fait TMI plus prélèvements sociaux. TMI, taux marginal d'imposition. Je pense que je vais prendre un exemple concret pour que ça parle un petit peu plus. Imaginons, j'ai un salaire à 28 500 à l'année et un loyer. Alors, le loyer, attention, ça va être le loyer net avant impôt. C'est-à-dire que j'ai déjà fait l'abattement avec le BI prime qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va dire qu'on a 10 000 euros, pour simplifier. Donc le total, on est d'accord, on est à 38 500. Et alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on est ici, là, d'accord? On se pose la question de est-ce que je choisis le forfait ou les indemnités kilométriques? Généralement, on va choisir le forfait à 10%. Donc, on va essayer de trouver la base imposable des revenus globaux. Et pour trouver la base imposable des revenus globaux, on fait 38 500 fois 0,9, puisqu'on prend 90% de sa valeur, puisqu'on a un abattement de 10%, ce qui va nous donner 34 650. Et là, j'ai trouvé ma base imposable. Je suis ici, ok? Là, j'étais là. Maintenant, je suis là. Maintenant, je dois calculer ma TMI et mes prélèvements sociaux. Pour les prélèvements sociaux, c'est assez facile. Il suffit de prendre la base imposable et de la multiplier par 17,2%. Attention, 17,2%. Mais pour la TMI, c'est un petit peu plus complexe. Non, les prélèvements sociaux, c'est sur les revenus globaux. CSG, CRDS, exactement. Mais c'est payé directement. En fait, maintenant, c'est le prélèvement à la source, donc vous ne le voyez pas. Mais vous les payez quand même. Ah oui, vous les payez, mais vous ne le voyez pas. Là, je vous montre vraiment ce que vous payez, vos impôts réels. Hein. Oui, mais je le considère quand même dans le calcul, parce que vous allez voir, ça va être important avec les tranches après, suivant le revenu qu'on a. Alors ici, souvent, j'ai des personnes qui me disent, mais si je gagne 25 000 à l'année et que j'ai 10 000 euros de loyer, est-ce que ça veut dire que je vais être imposé à 30% au total? Ça ne marche pas comme ça marche par tranche. Et pour bien se représenter, moi je me fais souvent une échelle. Donc on peut voir ici, on a l'échelle jusqu'à 9 807, 27 086, et ensuite on a 72 617. Si ma base imposable, donc on vient de la calculer, est à 34 650. Du coup, je vais être ici. On est d'accord?
Mais ce que les gens ont tendance à confondre, c'est qu'ils pensent qu'ici, en fait, on est à 30%. Si on regarde le tableau de la TMI, ici, on est à 14. Et ici, on est à 0. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de 0 à 9008 qui compose ma base imposable, je suis à 0. De 9800 à 27 000 qui compose ma base imposable, je suis à 14%. Et ainsi de suite. Ce n'est pas 30% sur la globalité. Okay, donc comment ça se représente? Ici, vous allez avoir 9807 qui sont à 0%. Donc on va calculer 0. Je n'ai pas d'impôt dessus, d'accord? Ensuite, j'ai ma tranche ici, de 9807 à 27 086. Elle est à 14%. Okay, donc pour trouver combien je vais payer, je fais 27 086 moins 9807, ce qui me donne 17 278. Est-ce que vous arrivez à suivre? Ok. Fois 14%. Ok. Donc là, j'ai pris ça en compte. Maintenant, il me reste cette tranche-là à calculer, à rajouter dans mon calcul de l'impôt. Et pour cette tranche-là, c'est la même chose. Je fais 34 650 moins 27 086, ce qui me donne 7 564 fois 0,3. D'accord? Parce qu'on est à 30%. Ce qui me donne un total de 4 686 euros. Donc là, c'est 4 686 euros pour le calcul de ma TMI. Okay, maintenant, les prélèvements sociaux. Donc là, on a 34 650 en base imposable. Pour les prélèvements sociaux, je fais 34 650 fois 0,172. Okay, puisque je suis à 17,2%. Ce qui me fait 34 650 fois 0,172. Ce qui me fait un total de 5 959. Voilà, c'est pas négligeable les prélèvements sociaux. C'est pour ça qu'il faut vraiment les prendre en compte. Impôt 1 plus impôt 2, j'ai le total de mes impôts. Donc on est d'accord, le total de mes impôts, ici, ça sera, donc, pour calculer mes impôts, je prends ma base imposable, moins impôt. Ça me donne 24 000. Pardon. Tout le monde a compris jusque-là? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai additionné ma TMI et mes prélèvements sociaux, ce qui me donne 10 000 quelque chose. Là, je sais que c'est le montant des impôts que je vais payer. Okay, moi, ce que je veux, c'est savoir combien il me reste. Donc, je prends ma base imposable et je déduis mes impôts, ce qui me donne 24 000. Mais il y a une petite subtilité à ne pas oublier, c'est qu'au préalable, j'ai fait un abattement de 10%. Ce qui m'a fait une économie de 3 465 euros. Okay, donc, ce qui va me rester à la fin, ça sera 24 000 plus 3 465. Ça, c'était les abattements de 10%. Ce qui fait qu'à la fin, il me reste 27 465. Voilà. C'est ce qui te reste dans la poche. C'est ce qui me reste dans la poche, ouais, en net. On passe de 38 500 à 27 465. Ça pique, hein? Et je vais vous montrer comment on fait pour éviter ça. Si vous avez bien compris, ici on était à 27 465. Ici, en base imposable, là, juste là, la base imposable, j'étais à 38 650. Oui, pardon. Alors, ce que j'ai déjà déduit, c'est ce qu'on va voir juste après, ce sont les régimes fiscaux. En fait, si vous voulez, il y a deux bases imposables. Comme je vous ai dit, il y a deux montagnes. Il y a une montagne pour les loyers et une montagne pour les salaires et les revenus. Et en fait, on parle de nature de revenus. Et chaque nature a sa particularité. Et la particularité des loyers, c'est qu'on fait un abattement déjà préalable avec des régimes fiscaux. Et en fait, pourquoi je dis que je peux vous permettre de vous éviter les impôts? Vous avez vu, ça fait mal. Hein. Quand on a 10 000 euros loyer net avant impôt, ça fait quand même mal. On passe à 27 000 et quelques. Ce que je vais vous apprendre, moi, c'est à réduire cette base imposable. Pour que justement, on enlève ça. Pour pas que ça génère ici, pour pas que les loyers arrivent dans les revenus globaux. Ok? Jusque-là? Oui. Je sais pas, j'ai l'impression que... Ok. Pardon, excusez-moi. Les 24 000, yes. Alors, on est où là? Oui, alors les 24 000, c'est... en fait, j'ai calculé ma TMI, donc celle-là,
j'ai calculé mes prélèvements sociaux, je les ai ajoutés, ça me fait 10 000 et quelques, c'est ce que Julien m'a donné, et je les ai soustraits à ma base imposable. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai essayé de... Ce que je veux savoir, moi, c'est ce qui me reste à la fin. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui arrive dans mon lac. Ok? Et comme j'ai dit, il y a une petite subtilité à ne pas oublier, c'est ces plus 3465. C'est l'abattement que j'ai fait ici, là. L'abattement, voilà, c'est ça, les forfaits. Ça, c'est les revenus globaux, c'est 10%. Hein, c'est un petit cadeau. Si on peut dire ça comme ça. Faut en profiter. Donc toute la subtilité, vous avez compris, c'est... Exactement. C'est de réduire la base imposable. Ouais. Deux leviers sur lesquels vous pouvez appuyer. Alors, là, on est dans le meublé. Vous allez voir que dans le meublé, il y a certaines conditions qui vous permettent de réduire cette base imposable dans les revenus globaux. Mais en fait, dans la plupart des gens, vous allez voir, ils n'arrivent pas à supprimer ces revenus ici. Donc, ils payent des impôts sur les loyers. Et vous allez voir qu'en créant ce qu'on appelle du déficit, on va pouvoir annuler ici les revenus qui arrivent dans les revenus globaux. Toute la difficulté, c'est dans votre vie, quand vous allez investir, toute la difficulté, c'est de rester à un déficit et de ne pas avoir de résultats pour réduire la base imposable. Le but, c'est de ne pas avoir de base imposable. Parce que les impôts, ils se basent sur cette base imposable prime. Et si vous n'avez pas de base imposable, ils ne peuvent pas vous imposer, quoi. Tout simplement. On va passer au BIC. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait deux montagnes. Il y en avait une qui concernait les loyers et une qui concernait les salaires. Vous avez vu, il y avait, nous, sur laquelle on s'était intéressé, la branche, c'était celle qui était en bas à gauche. C'était sur les revenus globaux. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il y a sur les revenus qui proviennent des loyers. Et en fait, ça marche un petit peu de la même façon. Si on regarde, c'est toujours la même logique. On a le choix entre un forfait ou quelque chose qui est au réel. Eh bien, lorsque vous serez en meublé, que vous allez exploiter un bien en meublé, vous allez avoir le choix entre deux régimes fiscaux. Les régimes fiscaux, souvenez-vous, c'est ce qui vous permet de calculer votre base imposable prime, ce qui était en haut à droite, okay, avant que ça arrive dans les revenus globaux. Okay. Alors, vous allez avoir le choix entre ces deux, le micro-BIC et le réel simplifié. Le micro-BIC, c'est facile, c'est un abattement de 50%. Je prends un exemple quand même concret. Si, par exemple, je choisis le micro-BIC et que j'ai 10 000 € de loyer, et je me dis, moi j'ai pas envie de me prendre la tête, je coche la case micro-BIC sur ma fiche P0I et je n'utilise pas le réel simplifié. Alors ce qui va se passer, c'est que les impôts vont calculer la base imposable prime et ils vont faire 10 000 € fois 0,5, on peut faire diviser par 2 aussi comme vous voulez, et ça vous donne une base imposable égale à 5 000 €. Okay, donc ces 5 000 €, ils vont arriver où? Ils vont arriver dans les revenus globaux pour le calcul de la base imposable globale. Et là, c'est ce qu'on appelle un cash squeeze. Dans le langage fiscal, on appelle ça un cash squeeze. Ça veut dire qu'on n'a pas anticipé les impôts avant d'investir. C'est pour ça que ce régime-là, il s'applique à très peu de personnes. Ça va être intéressant pour très peu de personnes si vous êtes dans une stratégie de création de cash flow, comme Julien vous en a parlé au début. En fait, il faut bien distinguer le monde comptable et fiscal du monde réel. Okay, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, comme il a expliqué, on peut gagner de l'argent, mais pour les impôts, on peut montrer qu'on en perd. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Voilà. Donc là, c'est si je choisis le régime, je ne me prends pas la tête, c'est celui-là. Donc là, ça fait mal, hein, parce que là, vous allez vous faire imposer après sur les revenus globaux, comme on a vu, avec les tranches qui arrivent après, prélèvements sociaux, TMI dessus, ça pique. Vous, comme vous êtes ici, vous allez choisir le réel simplifié. Le régime réel simplifié marche un petit peu comme une entreprise. Parce qu'on est sur les BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc, aux yeux de la fiscalité, on est comme une entreprise. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est des charges et des amortissements? Oui. Bon, je vais l'expliquer quand même. Dans le réel simplifié, vous avez vu, dans le forfait, j'ai fait un abattement de 50%. Ce qui me permet de baisser ma base imposable. Mais dans le cadre du réel simplifié, ce sont mes charges et mes amortissements qui me permettent de réduire ma base imposable. Les charges, c'est quoi? Imaginons, j'ai 10 000 € de loyer et j'achète un très beau meuble à 1 000 €. Eh bien, je le place en charge, admettons. C'est un exemple tout bête. Aux yeux de la fiscalité du fisc, au lieu que j'ai 10 000 € de loyer, ils vont considérer que j'en ai 9 000.
Okay, la subtilité entre la charge et l'amortissement, c'est qu'une charge, elle s'applique à l'année. C'est juste pour cette année-là. Les amortissements, en l'occurrence, c'est, admettons que vous achetez quelque chose à 1000 euros, vous allez l'étaler sur plusieurs années. Imaginons, j'achète quelque chose à 1000 euros, on va l'étaler sur 10 ans. Alors ça, ce sont des tableaux comptables, on va peut-être en parler après. Donc ces tableaux sont déjà définis par les comptables, c'est pour ça que je vous conseille de passer par un comptable, on en a parlé. Vous n'allez pas pouvoir l'inventer. En fait, si vous voulez, vous avez quelques gymnastiques comptables que vous allez pouvoir utiliser, mais c'est assez flou, vous allez voir. Pour les amortissements, admettons j'achète quelque chose à 1000 euros, je l'étale sur 10 ans, ça me fait 100 euros par an. Alors, d'un point de vue, dans le langage comptable, dans le résultat, on n'appelle pas ça amortissement dans le langage. On appelle ça, en fait, si vous voulez, l'amortissement devient une charge à partir du moment où je l'ai étalé. Mais je l'ai mis pour simplifier, pour vous représenter. Alors, ici, j'ai un loyer à 10 000 euros, et dans l'année, j'ai 15 000 euros de charge et d'amortissement. Je les mélange. Ça veut dire que j'ai fait des travaux. Okay, je les ai placés en amortissement et en charge. Ce qui me donne un résultat négatif. Donc, souvenez-vous, dans ma montagne, j'avais BI', base imposable prime. Ben là, ma base imposable, 0. Hein, ça n'arrive pas dans les revenus globaux. Pourquoi? Parce que j'ai un déficit. L'année d'après, le déficit se reporte. Ça, c'est très, très important. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des gens dans l'immobilier qui ne paient pas d'impôts jusqu'à 10 ans maximum. Pour les charges, elles vont, vous allez voir, ceux qui ont déjà investi peut-être, ils le savent, elles vont se lisser. C'est-à-dire qu'on va avoir une réduction des charges et des amortissements au fil des années. Pourquoi? Parce que les charges, comme je vous ai dit, c'est sur 1 an. Mais après, c'est juste 1 an. Donc après, l'année d'après, elles n'y sont plus. Donc on va avoir un lissage des charges et des amortissements. Mais on récupère le déficit de l'année d'avant, N-1. On le récupère ici. Donc on a un résultat négatif toujours. Alors là, je l'ai mis sur 3 ans, mais normalement, ça s'étale sur 10 ans, mais je n'allais pas faire 10 bulles. Donc là, on a un résultat sur... donc là, on a moins 1000. Toujours pareil, on répercute le déficit l'année d'après. Et là, on se retrouve avec un résultat positif. Et quand on a un résultat positif, ça veut dire qu'on a une base imposable prime. Et là, ça arrive dans les revenus globaux. Ok? Ça arrive dans mon ruisseau. L'idée ici, c'est de réinvestir et de remettre des travaux pour rebaisser le résultat et d'essayer au maximum, le maximum de temps de ne pas avoir de base imposable prime. Dans le meublé, contrairement au foncier, dans le foncier, vous n'allez pas pouvoir mettre en charge, par exemple, les frais de notaire. Vous n'allez pas pouvoir mettre en charge les frais d'agence. Dans le meublé, vous allez pouvoir les mettre en charge. C'est limité le report de 10 ans? Ça dépend du statut. 10 ans. Ouais, les notés, c'est 10 ans, ouais. Vous allez noter tout ce que je vais vous dire. C'est important. C'est ce qu'on appelle les amortissements par composant. Alors pour faire simple, c'est la question qui m'a été posée. C'est de savoir, il m'a posé une question précise. C'était le gros œuvre, c'est ça la question? Non, les murs, pardon. Est-ce que les murs sont sur 15 ans? Alors ça, ce sont des tableaux qui sont faits par des comptables, et comme on en a discuté, c'est assez flou, on ne sait pas trop. Finition, on est sur jusqu'à 5 ans en moyenne. Second œuvre intérieure, 12-18. Second œuvre extérieure, 12-15 ans. Et gros œuvre, 50 à 80 ans. Alors il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le meublé, la grande particularité par rapport au foncier, si vous choisissez le réel dans le foncier, c'est qu'on peut déduire le bien en lui-même. Ça, c'est très important parce que si vous achetez par exemple sur un bien à 100 000 euros, vous allez pouvoir l'amortir sur sa durée. Quand vous allez faire du meublé, vous allez avoir 2 statuts auxquels vous allez avoir besoin. Le LMNP et le LMP. Loueur meublé non professionnel, loueur meublé professionnel. Il faut savoir que ces statuts, ce sont des conditions en fonction de votre exploitation. Ça, c'est ce qu'il y a actuellement, donc en 2018. Les conditions pour être en LMP, c'est les loyers supérieurs à 23 000 et les recettes supérieures aux revenus. Avant, l'an dernier, il fallait s'inscrire au RICS. Peut-être qu'il y en a qui ont connu ça. Aujourd'hui, apparemment, il ne faut plus s'inscrire. Mais comme on a dit avec Julien, on ne sait pas, on est un peu dans un flou. La plus-value, j'y viens. Alors, la plus-value, dans le LMNP, elle est sur les particuliers. Et c'est ça le plus gros plus de l'immobilier. C'est que j'entends souvent, des fois, vous en souvenez au début, j'ai parlé des cercles, à chaque fois. Il y a des gens qui me disent, mais est-ce que je dois faire une SCI ou pas? Il y a même des agents immobiliers qui m'ont dit, j'ai fait une SCI, je fais pourquoi? Parce que tout le monde fait des SCI. Ok. Vous allez comprendre pourquoi c'est pas forcément intéressant. Quand vous faites une SCI,
ou alors que vous êtes en LMP, vous êtes un petit peu comme une entreprise. Mais quand vous êtes en LMNP, vous marchez également comme une entreprise dans la gestion de votre bien. Mais lorsque vous allez revendre en LMNP, vous switchez en particulier. C'est-à-dire que vous êtes sur la plus-value des particuliers. Si vous êtes en société ou que vous êtes en LMP, on réintègre les charges et les amortissements dans le calcul de la plus-value. Ça veut dire quoi? Imaginons, j'achète une maison à 100 000. Ok. 10 ans plus tard, je la revends à 200 000. Je vais mettre un cas pour qu'on comprenne. Si je suis en LMNP et que je la revends, ma plus-value sera sur 100 000 euros. On est d'accord? Si je suis en LMP ou en société, je réintègre les charges et les amortissements. Admettons, dans votre gestion, vous avez eu besoin d'avoir en globalité 50 000 euros de travaux, charges, amortissements y compris. Eh bien, quand je dis réintégrer les charges, ça veut dire qu'ici, les impôts ne considèrent pas que vous avez acheté votre maison à 100 000 euros, ils considèrent que vous l'avez acheté à 50 000. Ok? Donc ma plus-value, elle est à 150 000. Personnellement, je préfère être à 33 à 200 000 que à 33 à 250 000. Vous comprenez? Quand je dis plus-value des particuliers, ça veut dire que si vous êtes en LMNP, vous avez acheté à 100 000, vous avez revendu à 200 000, vous avez 100 000 euros de plus-value. Si vous êtes en LMP ou en SCI, que vous revendez avec votre SCI ou autre, vous êtes à 150 000 de plus-value. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément intéressant pour tout le monde de faire une SCI ou du LMP. Et c'est pour ça que certains, ils ont une stratégie. C'est juste pour la revente, excusez-moi. Oui, c'est juste pour la revente, attention, j'ai marqué bien plus-value revente. Ouais. Les déficits. Alors, vous avez vu avec mes petites bulles, je reporte mes déficits des années d'après. Okay. Vous pouvez reporter les déficits en LMNP sur la même nature, sur la même montagne, donc que les loyers. Okay. Mais quand on est en LMP, c'est sur les revenus globaux, comme le foncier. Première année. Attention, première année. C'est pas sur 10 ans, sinon ce serait trop beau. Pour l'IFI, donc l'ancien ISF, si vous détenez des biens en LMP, ils sont exclus. D'accord? On ne les considère pas dans les impôts. C'est bon pour tout le monde? Ok. C'est bon pour tout le monde? Je ne vous ai pas assommé? Parce que la fiscalité, souvent, c'est la partie la plus dure.